Que s'est-il passé les 26 et 27 mai 1967 en Guadeloupe? Ces dates sont quasiment inconnues en France métropolitaine, on se souvient seulement des révoltes étudiantes de mai 68, et pourtant, un an avant, les ouvriers guadeloupéens qui manifestaient contre la vie chère et les mauvaises conditions de travail s'étaient fait massacrer par la police française. On parle de 8 à 118 morts, alors qu'officiellement la Guadeloupe était un département français comme les autres. C'est terrible quand on voit les manifs actuels contre la vie chère, on dirait que l'histoire se répète. Alors pour casser la boucle, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue, ici on parle d'histoire coloniale aussi complexe et crépue que mes cheveux. On est un média antiraciste indépendant, donc si vous voulez nous soutenir, prenez le temps d'aller sur notre site web histoirecrépue.fr. Vous êtes plus de 230 000 à nous suivre sur YouTube, c'est incroyable. Si 1% d'entre vous donne 1 euro par mois, on pourra atteindre notre palier et ouvrir notre propre studio avec des vidéos en plateau et embaucher plusieurs autres présentateurs et présentatrices. Donc on compte sur vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du massacre de mai 1967 en Guadeloupe. Mais je ne suis pas antillais, donc j'ai coécrit cette vidéo avec Ivana Aletas, que vous retrouverez sur Instagram, @yekrinana. On a aussi posé des questions à Samora Curier de la chaîne Le Moicast. On a interrogé monsieur Raymond Gama, historien spécialiste de cette histoire, et on va citer 2 vidéos YouTube produites par Radiotélescopie et par Rico Avignon Productions. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut poser le contexte. Nous sommes en Guadeloupe le vendredi 26 mai 1967 au matin. Les syndicats des ouvriers du bâtiment appellent à manifester. Leurs revendications sont claires. La vie est trop chère, les salaires sont trop bas, les conditions de travail sont horribles et le chômage est trop élevé. Ça fait beaucoup. Et pour comprendre cette situation, il faut remonter 20 ans en arrière en 1946. À l'époque, la France possède encore tout son empire colonial, mais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion quittent le statut de colonie et deviennent des départements d'outre-mer, les DOM, grâce à une loi d'assimilation. Sauf que cette loi tarde à être effective et 10 ans plus tard, il y a toujours d'énormes différences entre l'Hexagone et les DOM. Un rapport des renseignements généraux de l'époque dit que les salaires des Guadeloupéens et Guadeloupéennes étaient 17% plus bas que ceux de l'Hexagone, alors que le coût de la vie en Guadeloupe était 65% plus cher que le coût de la vie à Paris. Vous comprenez le problème. La Guadeloupe était une île principalement agricole, avec de grandes plantations sucrières. Mais une politique d'urbanisation est mise en place, ce qui entraîne la fermeture massive des usines de canne à sucre. Ce qui va provoquer une énorme hausse du chômage, car la majorité des gens étaient des ouvriers agricoles et qu'ils n'ont plus de travail. Pour limiter le désastre, des villes comme Pointe-à-Pitre lancent des projets de construction et de rénovation qui permettent aux anciens ouvriers agricoles de se reconvertir dans le bâtiment. Mais l'offre d'emploi reste largement inférieure à la demande, et cette situation avantage clairement les patrons. Comme il y a beaucoup de main-d'œuvre disponible, ils peuvent imposer des salaires très bas et des conditions de travail désastreuses. Revenons donc en 1967. Ça fait déjà plusieurs jours que les ouvriers du bâtiment sont en grève. Depuis le 5 mai, ils négocient avec les représentants du patronat. Et le 26 mai, vers 10 h, une nouvelle réunion se tient à Pointe-à-Pitre, dans le bâtiment de la Chambre de commerce. Les syndicats appellent à manifester juste devant le bâtiment, sur la place de la Victoire. Ils demandent, entre autres, une augmentation de salaire d'environ 2%. Et c'est là que les problèmes commencent. L'historien Raymond Gama a raconté cette journée au journaliste Blaise Menjiwa. Au cours de cette matinée du vendredi 26, les groupes de débrayage, c'est-à-dire des groupes de jeunes qui sillonnent les faubourgs pour arrêter les chantiers et faire venir les ouvriers vers la chambre de commerce, essuient à Jarry les premiers tirs. Dans la matinée... On n'en parle jamais, là. Vous apportez une information très particulière. Non, ça c'est très important. Les premiers tirs de la CRS contre les groupes de débrayage grévistes sont effectués à Jarry sur le chantier de l'EDF, je veux dire de la première tranche EDF qui se construisait à l'époque à Jarry, le matin, avant 10 h. Avant 10 h, oui, il y a déjà très des tirs. Tôt. Oui. Vous parlez d'un survol d'un hélicoptère qui se met en position de tir. Il y a des blessés, etc. Il y a des gens qui vont jusqu'à parler de mort dans la mangrove.
Les tirs ont commencé dans la ville, mais sur la place de la Victoire, les ouvriers attendent le résultat des négociations qui vont échouer puisque les représentants du patronat refusent de faire la moindre concession. Et pour aggraver les choses, une rumeur se répand dans la foule. Un des patrons, M. Brizard, aurait dit « Quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail ». Cette phrase va mettre le feu aux poudres. Les patrons quittent le bâtiment sous escorte policière. Ils sont accueillis par des cris, des insultes, des jets de pierre. Certains manifestants ramassent des bouteilles en verre et même des conques de lambi. Ces gros coquillages autrefois utilisés comme instrument d'alerte pendant les révoltes d'esclaves est devenu un symbole de résistance. Face à la situation, les CRS reçoivent l'ordre de répliquer à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Il est 15h30, un CRS est gravement blessé au visage par une conque lancée depuis la foule. C'est à ce moment-là que le commissaire Jean Canales donne l'ordre d'ouvrir le feu sur les manifestants. Mais pour comprendre l'ampleur du massacre qui va suivre, je dois vous expliquer le dispositif policier déployé à l'époque aux Antilles. Bien avant la manifestation, le préfet de l'époque, Pierre Bolotte, avait mis en place une cellule militaro-administrative aux Antilles. En gros, c'est une cellule militaire du même genre que celle qu'il avait déjà mis en place pendant la guerre d'Algérie. Sauf qu'en Algérie, ça s'appelait les structures contre-insurrectionnelles. Vous avez compris l'objectif, c'est de contrer toute insurrection possible. Et c'est précisément pour ça que la France a placé Pierre Bolotte aux Antilles. En fait, moi, Pierre Bolotte, j'ai découvert l'an dernier. Et je me dis, mais c'est qui ce gars? Donc je commence à creuser et je me rends compte que le mec a été en Algérie, en Indochine. Il a mis en place des méthodes de pacification qu'il a utilisées à La Réunion, puis en Guadeloupe. Et finalement, le gars crée la BAC. Et je me dis, en fait, le continuum colonial, c'est vraiment ça. Ce mec-là incarne ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on parle de ces événements, on ne parle jamais des personnes derrière. On parle toujours justement des événements, des impacts sur les populations, c'est important, mais on ne sait pas qui les fait. On ne sait pas qui est Pierre Bolotte, on connaît très peu ses noms. Et je pense que les connaître, savoir d'où ils viennent, quel a été leur parcours, les processus et quels sont leurs héritiers, je pense que c'est super important. C'est super important de savoir ce que ces gens-là ont fait pour essayer que ça ne se reproduise plus et sentir la douille quand elle vient. Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo plus détaillée sur Pierre Bolotte et sur son parcours colonial. Et n'oubliez pas, Histoire Crépue est un média antiraciste indépendant, donc pour nous soutenir, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr. Mais revenons à mai 1967. Pourquoi les CRS ont tiré sur des jeunes avant la fin des négociations? Il faut se rappeler que la guerre d'Algérie est finie depuis 5 ans à peine. La France a perdu l'Indochine, l'Algérie et la plupart de ses colonies. Il ne lui reste presque plus que les DOM. Elle est terrifiée à l'idée d'une nouvelle guerre de décolonisation. Et c'est pour ça qu'elle a préparé la répression avant même que les événements prennent de l'ampleur. En plus, il faut savoir qu'une autre émeute avait déjà eu lieu dans la ville de Basse-Terre en mars 1967, quand Vladimir Zrinski, un commerçant blanc, avait lâché son chien sur un de ses ouvriers noirs en situation de handicap, tout en proférant des insultes racistes. Les Guadeloupéens et Guadeloupéennes avaient directement saccagé son magasin et demandé qu'il soit puni. Les forces de l'ordre ont vite été débordées et la France a envoyé un escadron militaire pour réprimer la population. Retenez bien ça, parce que c'est important pour la suite. Vladimir a-t-il été condamné? Non, au contraire, il a été protégé par la police et exfiltré par avion. Pourquoi? Parce que c'était un riche soutien financier de l'UNR, le parti de Charles de Gaulle de l'époque, et qu'il était proche de Jacques Foccart, l'un des pères de la France-Afrique, qui était lui-même fils d'un planteur blanc guadeloupéen et d'une béquée guadeloupéenne. Vous comprenez à quel point la Guadeloupe est au cœur de la dynamique coloniale française et à quel point les Guadeloupéens et Guadeloupéennes précaires étaient tendus. Ça va nous permettre de comprendre le massacre du 26 mai 1967. Il est 15h30 sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Les CRS ont reçu l'ordre de s'attaquer aux manifestants et font leur première victime, un jeune homme de 24 ans nommé Jacques Nestor. Il est mortellement touché par une balle explosive dans le dos. Sauf que Jacques Nestor, c'est pas n'importe qui. C'est un militant actif du GONG. Alors le groupement des organisations nationales guadeloupéennes, nationalistes guadeloupéennes, c'est un mouvement qui a été l'un des premiers, si ce n'est pas le premier, grand mouvement indépendantiste guadeloupéen. Et d'ailleurs, ils ont payé un lourd tribut
durant les événements de 67, puisque un de leurs membres éminents, Jacques Nestor, était très surveillé par les services à ce moment-là, et d'ailleurs fut la première victime de mai 67, première sur un grand nombre de victimes. L'une des stratégies du Gong, c'était de mener des actions de propagande et de sensibilisation pour déconstruire la mentalité coloniale implantée dans l'esprit des Guadeloupéens. Ils étaient présents dans toutes les manifs, ils avaient participé aux émeutes de mars à Basse-Terre, et donc ils étaient surveillés par la police. En particulier Jacques Nestor, qui était un ancien militaire et un très bon artificier. Donc forcément, quand il commence à militer avec le Gong, il inquiète les forces de l'ordre. Selon les témoins de l'époque, il aurait donc été photographié, identifié et désigné par Jean Canales, le commissaire de police, pour être abattu par les CRS. Et c'est là que Jacques Nestor se trouve donc dans la foule. Jacques Nestor reçoit une balle. Est à côté de ces révoltés et il envoie aussi des coques. Et donc, il est tué. Il est abattu. On dit que par rapport à Canales, qui le connaissait et tout... Oui, le commissaire Canales qui était... Qui le connaissait, que c'était un agitateur, il était tout le temps devant tout ce qui se passait. L'a désigné. On a fait un exemple. On dit qu'il a été abattu parce qu'il a été désigné. Il y a plusieurs thèses qui concourent à cette idée. Que Jacques, pourquoi Jacques? Jacques n'était pas un maçon, c'était une grève d'ouvriers. Jacques n'était pas ouvrier. Et Jacques n'était pas non plus dirigeant du Gong. Seulement, il était dans toutes les manifestations révolutionnaires. C'était un révolté. C'était quelqu'un de révolté. C'était un révolté. Les affrontements font au moins 3 autres victimes dans les minutes qui suivent la mort de Jacques Nestor. Parmi eux, Harry Pincemaille et Georges Zadig Gougounian, qui avaient à peine 15 ans. En réaction, certains jeunes s'emparent de l'armurerie la plus proche pour y récupérer des fusils de chasse. Ils se dispersent dans la ville et s'attaquent à des lieux symboliques de la France coloniale, comme les bureaux d'Air France et du média France Antilles. En face, la répression policière et militaire s'intensifie et s'étend à toute la ville. Mais il faut plus d'hommes. Ça tombe bien. Rappelez-vous, les militaires que la France avait envoyés pour mater les manifestants de Basse-Terre sont à l'aérodrome, prêts à retourner en métropole, et ils reçoivent l'ordre de se rendre immédiatement à Pointe-à-Pitre et de tirer à vue, c'est-à-dire d'ouvrir le feu sans sommation dès qu'ils aperçoivent une cible. Très vite, les morts et les blessés s'accumulent. Certains ne font même pas partie des manifestants. Camille Taré est abattu devant son domicile. Gildas Land est mitraillé pendant la veillée d'un autre défunt, Jules Cancel. Sans compter les dizaines de blessés graves qui resteront mutilés à vie. Les balles des militaires et des CRS pleuvent toute la nuit. C'est un véritable cauchemar. Max Jazor raconte l'histoire de son père, Hubert Jazor, qui a vécu les violences du début à la fin. Bon, moi, je n'étais pas là, j'ai pas vu, mais il nous a raconté. Donc, lui, l'histoire pour lui, c'est que sur la place de la Victoire, on était en train donc de lyncher un marin de la Jeanne, un marin blanc. Oui. Et lui, il s'était interposé pour dire non, ça ne fait pas partie du jeu, quoi. Il veut dire non, il faut laisser le gars tranquille. Donc, il avait arraché le marin des mains des manifestants qui étaient en train de le lyncher et il le ramenait vers son bateau lorsque les forces de l'ordre, l'ayant pris pour l'agresseur, lui ont tiré dessus. Et il a donc reçu une balle lui a coupé le cuir chevelu à l'arrière. Le marin l'a sauvé en se couchant sur lui pour dire non, ne tirez pas, c'est mon sauveur. Bon, on l'a récupéré et on l'a emmené à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital et il est revenu avec un gros pansement en descendant, donc ce qu'on appelle le mont de Massabielle. Oui. Et là, une patrouille passe et dit en voilà un. Et l'embarque. Et on l'emmène à la sous-préfecture, qui est encore là. Sur la place de la Victoire. Et la cour de la sous-préfecture est un gigantesque mouroir où on amenait ceux qu'on avait arrêtés. Et ils étaient... enfin, mon père m'a dit qu'il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie sous les coups. Et lui, voyant un peu comment ça se passait, donc on avançait sur les hommes qui avaient été battus et ceux qui étaient morts, on les emportait. En voyant venir son tour, il nous a décrit une technique, c'est-à-dire que les forces de l'ordre mettaient une lumière d'une pile électrique dans l'œil et si la pupille se rétractait, c'est comme vous étiez encore vivant et on vous achevait et puis on vous jetait je ne sais pas où.
Alors lui, c'était par voyage. Donc, voyant venir son tour, il s'était un peu caché sous, disait-il, sous un colosse, un gars hyper costaud, mais qui était déjà mort. Et entre deux voyages, deux convois, il s'est échappé, enfin, il est parti et il a essayé de rejoindre sa maison. Mais il s'est fait arrêter sur la place Gaubert, ici, cette place qu'on voit d'ici. Oui. Par une autre patrouille encore. Et là, on l'a emmené à la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie qui est juste à côté juste de en face du palais de l'église justice. justice et à côté de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Ouais, tout à fait. Et là, on l'a battu. Alors, on l'a battu. Alors, un jeune qui était avec lui et qui a assisté à la scène nous décrivait qu'on le prenait par les aisselles, on le soulevait de terre, les pieds ne touchaient pas, et les légionnaires, enfin les gendarmes de l'époque, le bourraient de coups et lui avaient fracturé toutes ses côtes et son visage et tout. C'est vrai que quand moi je l'ai vu, il était méconnaissable. Je veux dire, c'était vraiment... Mais il se trouve que... Mais c'était des coups pour vous tuer. Mais il a été reconnu par un des gendarmes qui l'avait emmené à l'hôpital. Qui a dit, mais les gars, attendez, là, etc. Et qui a redit l'histoire, qui reprend l'histoire. Donc, on dit, bon, ben ok, on a arrêté donc de le battre et on l'a jeté là, mais incapable de marcher, etc. Et au petit matin, donc on est ici, nous habitons ici, au premier étage, il y a la salle à manger et on est là en train de prendre le café Chololo, comme on dit chez nous. Et puis, j'entends, j'étais avec un frère à moi, et j'entends gémir. Vous voyez, la maison est grillagée, la porte est grillagée, donc on entend bien ce qui se passe dans la rue. D'ailleurs, à cette époque-là, on ne fermait pas les maisons, donc la maison est ouverte. La porte est juste tirée. Et puis, de là, j'entends, voilà, je crois que c'est un chien dans un premier temps. Mais bon, comme c'est assez spécial comme gémissement, j'appelle ma mère qui vient en chemise de nuit. Je lui dis, mais maman, il y a un chien en bas qui est en train de gémir et tout ça. Et elle descend, voir de quoi il en retourne, et c'est mon père en fait. Alors mon père... Votre père Hubert Jazor. Mon père Hubert Jazor qui avait été jeté, et c'est comme ça qu'il a été récupéré. Donc on lui a mis des broches dans le visage, enfin bref, etc. Mais c'était un monsieur courageux, très courageux. Le samedi 27 mai, au matin, les habitants et habitantes de Pointe-à-Pitre sont sous le choc. Le Comité national de la jeunesse guadeloupéenne, dont faisait partie Raymond Gama, organise une marche silencieuse depuis leur lycée jusqu'à la place de la Victoire. On lui a demandé de nous raconter. Ce matin-là, le matin du samedi, quasiment aucun élève n'a pu rentrer dans le lycée parce que nous avons assuré un blocage qui interdisait toute entrée. Et Jean-Claude Coubert a pris la parole et a expliqué un petit peu notre démarche. Et à partir de cela, nous avons formé une sorte de colonne et on a invité l'ensemble des élèves. Et là, nous sommes arrivés sur la place où nous nous sommes installés en quelque sorte devant la sous-préfecture. Il y avait une colonne disons de képi rouge, c'est-à-dire de gendarmes mobiles et armés avec leurs fusillés intérieurs et qui nous faisaient face. Donc nous sommes restés là un moment et Jean-Claude a pris la parole. Jean-Claude Coubert, il a pris la parole. Et à ce moment, il a expliqué un petit peu ce que nous vivions depuis la veille. Mais ce que j'ai remarqué pour moi, c'est lorsqu'il a terminé son explication, il a repris des mots d'ordre qui étaient à notre destination. Il a dit CRS-SS et ça, à ce moment-là, le chef de l'escadron a donné l'ordre à ces hommes de faire une manœuvre. Ils ont pointé leur arme sur nous. Ensuite, ils ont fait une sorte de tour de bras qui a mis la crosse en avant. Et ils nous ont chargés. Et là, ils ont commencé à casser les têtes, essentiellement les fronts, c'est-à-dire au-dessus de l'œil. Ils vont casser le front, carrément. Alors j'ai vu comme ça énormément d'élèves blessés. Les tirs mortels reprennent le samedi en fin de matinée. Peu à peu, les militaires et les CRS réussissent à occuper toutes les places stratégiques de la ville. Pendant ce temps, les militants organisent l'enterrement de Jacques Nestor.
Vers 17 h, un cortège silencieux traverse la ville en direction du cimetière pour enterrer Jacques Nestor, la première victime des massacres. Le cortège avance dans le silence en portant le drapeau du gong. C'est cette marche funéraire qui marque la fin des événements. Madame Georges Tarré raconte: Je suis allée à l'enterrement. Il y avait un silence monacal. C'est vrai que les forces de l'ordre étaient massées tout le long de notre parcours et les gens. Alors, ce que j'ai vu comme acte de bravoure, c'était vraiment un acte de bravoure, c'est qu'on portait l'insigne du gong. Il y avait une sorte de plaque où il y avait un homme qui frappait sur un truc. Et c'est là que j'ai vu les porteurs de l'insigne du gong, dont un médecin. Mais on marchait dans un silence monacal. Personne n'a appelé, personne n'a crié vive, ni houlot. Et nous sommes allés à l'enterrement. Je suis allée à l'enterrement de Jacques Nestor. Et l'enterrement s'est passé où? Ici à Pointe-à-Pitre? Ici à Pointe-à-Pitre. Je suis allée à l'enterrement de Jacques Nestor parce que je n'avais pas peur de mourir, s'il fallait mourir, et que j'avais décidé d'aller à l'enterrement de Jacques. Alors que Pointe-à-Pitre retourne peu à peu au calme, la rumeur de l'émeute commence à atteindre le reste de l'île. Mais les choses restent floues. Ma mère, elle avait 12 ans au moment des événements de mai 67. Et elle m'avait déjà raconté plus ou moins comment justement cette latence et les rumeurs, beaucoup de rumeurs qui venaient de la Grande Terre, parce qu'on a de la famille en Grande Terre. Et les rumeurs, c'était qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais que des personnes avaient été blessées, qu'on jetait des cadavres à la mer, à la Darse, pour ceux qui connaissent en Grande Terre, Pointe-à-Pitre. Il y avait ce truc de la radio qui ne donnait pas d'informations, et qu'elle avait le souvenir que beaucoup de gens qui avaient été touchés, blessés, n'étaient pas allés à l'hôpital, par exemple. Donc c'est pour ça aussi que le bilan était difficile à faire, de morts et de blessés, puisqu'il y a une sidération telle dans la population et tellement une difficulté de diffuser de l'information que ça a été à l'état d'un peu une sorte de rumeur qui planait pendant plusieurs jours. Le nombre exact de morts reste flou. Au lendemain du massacre, le gouvernement annonce officiellement 8 morts. Cependant, en 1985, Georges Lemoyne, ministre des Outre-mer sous Mitterrand, déclare à la radio que 87 Guadeloupéens auraient perdu la vie. Mais ce chiffre, il sort d'où? J'étais à une conférence à Alger, peut-être en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus, et j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer dans cette conférence M. Lemoyne, ancien ministre. Donc je lui ai posé la question de savoir est-ce que je pourrais accéder à ces archives, puisque je l'avais entendu moi, personnellement, en 1984-85, à la radio, à la télé, chez moi en Guadeloupe, dire qu'il y avait eu 87 morts. Je l'ai entendu. Et là, nous avons repris ça dans la publication. Il m'a dit oui, et il peut me faire laisser passer, bref, bon, ce qu'il m'a envoyé chez moi. Et donc, à partir de cela, muni de ce mot-là, je me suis rendu à Fontainebleau, aux archives, enfin là, c'était le Centre d'archives national français, et j'ai fait la commande des documents, etc. Et à ma grande surprise, l'un des cartons qui portait un document qui me semblait important, eh bien, commençait à la page 17. Alors, je me suis étonné du coup, mais enfin, je n'étais pas surpris. Je me suis dit, tiens, voilà, en fait, la manifestation de la puissance coloniale. C'est-à-dire, c'est de vous séparer de vous-même, de vous couper de vous des manifestations qui peuvent témoigner de votre présence physique, humaine, historique, par les archives. Le pouvoir de nous faire disparaître de l'histoire. Pour résister, il ne nous reste plus que les mots qui circulent de bouche à oreille. Disons, ce n'est pas un témoignage, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Un jeune de Saint-Rose, de la commune de Saint-Rose-de-Borlée, et qui me dit, qui me connaît pour avoir déjà fait un certain nombre d'émissions là-dessus, et qui m'interpelle un jour, il n'y a pas longtemps, en 2018, et qui me dit il a eu l'occasion de rencontrer le docteur Bastaro. Le docteur Bastaro, c'est le premier grand chirurgien, d'origine malgalantaise d'ailleurs, noir ayant opéré à l'hôpital général au cours des événements de 26 et 27. Il était
disons, chirurgien en chef. Et il aurait dit à cette personne, écoutez, moi, alors ils parlent à ce moment des gendarmes mobiles et des forces de répression qui sont intervenus à l'hôpital. Et ayant donné l'ordre aux chirurgiens de ne plus s'occuper de qui que ce soit, ils s'en occupent. Et il aurait dit, j'étais à 118 corps. Il aurait dit, il aurait confié à cette personne, moi, mon décompte m'emmenait au moment où j'ai quitté les lieux sous injonction des gendarmes mobiles, j'étais à 118 corps. Voilà ce que je peux vous dire sur le nombre de morts. L'histoire ne s'arrête pas là car dans les jours et semaines qui suivent, une répression judiciaire massive est mise en place. Plus d'une centaine de victimes de violences policières se retrouvent arrêtées et jugées. Certaines personnes sont incarcérées en Guadeloupe, d'autres sont transférées à Paris. Les accusations tournent souvent autour des liens supposés avec le gong. Le 19 février 1968 a lieu le premier grand procès surnommé Procès des Guadeloupéens. Il concerne principalement les responsables politiques du gong. Ce procès se tient à Paris avec de célèbres avocats anticoloniaux comme Maître Matarazzo, Beauvillard, Leclerc, etc. Le procès est fortement médiatisé et attire l'attention de l'opinion publique hexagonale sur les problématiques coloniales en Guadeloupe. Le second grand procès s'ouvre le 4 avril 1968 à Pointe-à-Pitre. C'est celui des émeutiers, entre guillemets. 25 personnes sont jugées ce jour-là. Parmi elles, on retrouve des étudiants, des enseignants, des petits commerçants, des salariés, des ouvriers. Toutes les catégories sociales sont représentées. Les accusations reposent sur leur prétendue participation aux émeutes. Mais beaucoup d'entre eux et elles affirment ne pas avoir été à Pointe-à-Pitre les 26 et 27 mai. Leur point commun, ils sont tous sympathisants de la cause anticolonialiste. Durant le procès, plusieurs blessés et mutilés témoignent des atrocités des 2 journées. Le commissaire Canales, qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu, est lui aussi convoqué, mais il ne se présente pas à la barre. C'est exactement le même procédé que pendant le massacre de Dimbokro en Côte d'Ivoire qui a eu lieu quelques années avant. J'en ai parlé dans cette vidéo, si ça vous intéresse. Bref, cette absence couplée à des preuves insuffisantes conduit la défense à demander la libération des accusés. Finalement, la plupart des détenus sont relâchés, sauf les plus politiques, comme Jean-Claude Courbin, le leader de la jeunesse guadeloupéenne. Le massacre de mai 67 en Guadeloupe est un événement peu connu et peu enseigné. Pourtant, c'est un tournant dans le militantisme antillais. J'ai parlé avec mon père et avec Luc Renette, et Luc Renette, dans son témoignage, dit qu'en fait, lui, il est en hexagone, et il est revenu en 68, donc après les événements de 67. Et c'était comme si, à ce moment-là, la Guadeloupe était traumatisée. Il se baladait à des endroits où il y avait eu justement les massacres, et il sentait vraiment un poids, une lourdeur, et même dans les rencontres avec les gens, des difficultés à dire ce qui s'est passé. Une chape de silence, il dit souvent, une chape de plomb, autour de ces événements. C'est en fait, à ce moment-là, où il y a eu une conscience de, en fait, il va falloir répondre, il va falloir apporter une réponse politique, il va falloir militer pour l'indépendance, ou en tout cas pour une forme d'autonomie, en tout cas ne pas subir le rapport de force avec la puissance coloniale. Voilà. Mais est-ce que les choses ont changé depuis 1967 ? Quand on observe les différentes vagues de grèves suivies d'émeutes aux Antilles, on a l'impression que l'histoire se répète. Et pourtant, chaque fois, les Français de l'Hexagone semblent surpris de découvrir la colère des Outre-mer. Depuis des années, Raymond Gama se bat pour faire vivre la mémoire de la lutte du peuple guadeloupéen, pour transmettre les leçons de l'histoire et donner des outils efficaces aux nouvelles générations. Ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est qu'en 1967, la Guadeloupe n'était plus une colonie. Et pourtant, une répression coloniale menée par le préfet Pierre Bolotte, le spécialiste de la répression coloniale, a été mise en place. Ça en dit long sur le rapport entre la métropole et les Outre-mer. Mais pour finir, on a demandé à Raymond Gama comment lui a vécu les choses à l'époque, à hauteur de jeune. Pour ma part, je ne mesurais pas la gravité de la situation. Évidemment, je ne dirais pas que c'était du courage. Non, je ne pense pas que c'était vraiment du courage. C'est parce que on ne s'amusait pas, mais dans le même temps, nous n'étions pas dans un état tragique. Nous étions vivants, nous rions, enfin bref,
même le vendredi, c'est-à-dire on était jeunes, c'est tout. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je viens de vous raconter une histoire terrible, l'histoire d'un massacre, mais elle ne doit pas nous faire oublier cette pulsion de vie, de camaraderie, cet espoir qui animait les personnes qui l'ont vécu sur le moment. La lutte anticoloniale, c'est aussi ça. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez que je mette plus l'accent sur ces moments d'espoir, même s'ils sont souvent brisés par la violence coloniale. J'attends vos réponses en commentaire. Et n'oubliez pas, Histoire Crépue est un média antiraciste indépendant. Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!